Un clown découvre ceci à Angoulême. Marcel Dubois, 50 ans, travaillait comme clown dans les fêtes pour enfants à travers toute la ville depuis 20 ans. Ce samedi après-midi, il était arrivé tôt chez les Moreau dans le quartier de la Bussate pour préparer son spectacle. En déchargeant ses valises de sa Renault Twingo blanche, il remarqua quelque chose d'étrange dans le jardin arrière de la propriété abandonnée voisine. « Madame Moreau, savez-vous ce qui est arrivé à la maison d'à accent grave côté » demanda Marcel tout en mettant son nez rouge. « Elle est abandonnée depuis des années. On dit que le propriétaire est parti en Belgique, » répondit la femme en préparant les tables pour la fête, ornées de baguettes et de fromages locaux. Pendant son spectacle, Marcel ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu dans les buissons envahis du jardin voisin. Cela ressemblait à un sac à dos partiellement enterré, dont les couleurs contrastaient avec les herbes sèches. Une fois son numéro terminé et après avoir salué les enfants, il décida d'enquêter. Il escalada le muret séparant les propriétés. La végétation avait poussé sauvagement depuis des années. En s'approchant, il confirma qu'il s'agissait bien d'un sac à dos scolaire bleu marine de marque Quechua, à moitié enfoui sous des pierres et de la terre accumulée par les pluies. Il le déterra avec soin. Le sac était humide mais étonnamment bien conservé. En l'ouvrant, il trouva des cahiers scolaires gonflés par l'humidité, quelques stylos Mont Blanc et une carte d'étudiant plastifiée. Le nom sur la carte le fit frissonner, Antoine Lefebvre. La photo montrait un jeune homme aux cheveux noirs, au sourire éclatant et aux yeux vifs. La date d'émission était août 1999. « Mon Dieu » murmura Marcel. Il se souvenait parfaitement de cette affaire. Tout Angoulême avait parlé de la disparition d'Antoine Lefebvre lors d'une fête d'anniversaire en avril 2000. Âgé de 18 ans, il était en dernière année de lycée au lycée Marguerite de Valois. Marcel chercha d'autres objets dans les herbes. Il trouva des lambeaux de vêtements décolorés, une montre Swatch à bracelet cassé et ce qui semblait être de petits os, peut-être d'animal, mais il n'en était pas sûr. Son cœur battait à tout rompre face à l'ampleur de sa découverte. Sans toucher à rien d'autre, il courut vers sa voiture et se rendit directement au commissariat d'Angoulême, sur l'avenue de Cognac. Il était 18 heures lorsqu'il arriva, toujours vêtu de son costume de clown multicolore, attirant les regards curieux des officiers. « Je dois parler à quelqu'un au sujet de l'affaire d'Antoine Lefebvre, le jeune disparu il y a 5 ans, dit Marcel à l'officier de garde. Le sergent Étienne Martin le regarda avec scepticisme au début, mais lorsque Marcel montra la carte d'étudiant et expliqua précisément où il avait trouvé le sac, son attitude changea. « Attendez ici, je vais contacter le détective qui s'est occupé de cette affaire, » répondit Étienne en décrochant le téléphone. 20 minutes plus tard, l'inspecteur Jacques Moreau, un homme de 50 ans expérimenté dans les affaires de disparition, arriva. Il avait dirigé l'enquête initiale sur l'affaire Lefebvre en 2000. « Monsieur Dubois, pouvez-vous me répéter exactement ce que vous avez trouvé et où » demanda Jacques en prenant des notes sur un carnet. Marcel raconta toute l'histoire depuis le début. Il décrivit l'emplacement exact de la maison abandonnée à la Bussate, l'état du sac à dos, les objets trouvés et la condition du jardin. Jacques écoutait attentivement, posant parfois des questions précises. « Cette carte appartient définitivement à Antoine Lefebvre », confirma-t-il en comparant l'identification aux photos du dossier original qu'il avait fait venir des archives. « Vous souvenez-vous des détails de l'affaire initiale, inspecteur » demanda Marcel. « Parfaitement. Antoine a disparu le 22 avril 2000 lors d'une fête d'anniversaire chez sa petite amie, Sophie Laurent, dans le quartier Saint-Martin. C'était un samedi soir. Ses parents signalèrent sa disparition le dimanche matin lorsqu'il ne rentra pas dormir. L'enquête dura 3 mois intensifs, sans jamais trouver de piste solide. Jacques expliqua qu'Antoine était un étudiant modèle, sans problème de drogue ou de gang, issu d'une famille modeste. Son père, Pierre Lefebvre, était mécanicien dans un garage du centre d'Angoulême, et sa mère, Marie Dubois, était employée de maison. Il avait un frère cadet, Lucas Lefebvre, âgé de 15 ans à l'époque. « Que s'est-il passé à cette fête » demanda Marcel. Selon les témoins, Antoine est arrivé vers 21h. Il a discuté normalement avec les invités, dansé avec sa petite amie,
et vers 23h30, il est sorti, apparemment pour acheter des cigarettes à l'épicerie du coin. Il n'est jamais revenu. Sa petite amie et ses amis ont pensé qu'il avait peut-être eu un problème familial et était parti tôt. Jacques expliqua qu'ils avaient interrogé tous les participants à la fête, vérifié les magasins à proximité, les hôpitaux, et fouillé toute la ville sans trouver trace d'Antoine. « Qui a organisé la fête ?» demanda Marcel. Les parents de Sophie étaient en voyage. La fête était une idée de Sophie pour célébrer son nouvel emploi dans un bureau du centre. Antoine était son petit ami depuis 2 ans. Tout semblait normal jusqu'à sa disparition. Jacques regarda Marcel avec sérieux. « Votre découverte change tout le cours de l'affaire. Si nous avons trouvé le sac d'Antoine dans cette maison abandonnée, cela signifie qu'il lui est arrivé quelque chose, et que quelqu'un sait quoi. Je veux que vous nous accompagniez demain matin pour une inspection officielle complète du site. » « Bien sûr, inspecteur. » « Allez-vous contacter la famille ? » ?»« D'abord, nous inspecterons le site. Si nous trouvons plus de preuves, alors je parlerai aux parents d'Antoine. Ils ont souffert 5 ans d'incertitude. Je ne veux pas leur donner de faux espoirs tant que nous ne sommes pas sûrs. Marcel rentra chez lui ce soir-là, la tête pleine de questions. Il avait choisi le métier de clown pour apporter de la joie aux enfants. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver impliqué dans la résolution d'une affaire de disparition qui avait secoué toute la ville 5 ans plus tôt. Le lendemain, dimanche 17 juillet 2005, Marcel arriva ponctuellement à 8h chez les Moreau. L'inspecteur Jacques était déjà là avec 2 officiers et un photographe de la police scientifique. L'inspection officielle du jardin abandonné commença à 8h30. Jacques dirigea l'opération pendant que le photographe documentait chaque étape. Les officiers bouclèrent la zone et commencèrent une fouille systématique. « Monsieur Dubois, montrez-nous précisément où vous avez trouvé le sac, » ordonna Jacques. Marcel guida l'équipe vers l'endroit exact parmi les buissons. Le sac avait été retiré la veille comme preuve, mais l'empreinte dans la terre et les pierres déplacées marquaient clairement l'emplacement. Il était enterré à environ 30 cm de profondeur, expliqua Marcel en pointant le trou. Les officiers commencèrent à creuser soigneusement les environs avec de petits outils. 15 minutes plus tard, ils trouvèrent d'autres objets personnels, une chaîne en argent avec une médaille de Notre-Dame de Lourdes, un briquet jetable bleu et des morceaux de ce qui semblait être une chemise en jean. Jacques examina chaque objet à la loupe pendant que le photographe les documentait sous plusieurs angles. Cette médaille porte l'inscription AF 1998. Antoine Lefebvre. Ses parents ont confirmé qu'il la portait toujours. C'était un cadeau de sa grand-mère maternelle, dit Jacques en consultant ses notes du dossier original. La fouille se prolongea pendant 3 heures. Ils trouvèrent d'autres fragments de vêtements, un ticket de bus froissé daté d'avril 2000 et, plus troublant encore, plusieurs os qui n'étaient clairement pas d'animaux. « Inspecteur, je crois qu'il faut contacter le médecin légiste, » dit un officier en montrant les os. Jacques acquiesça gravement. « Sergent Martin, contactez immédiatement le docteur Louis Bernard de l'Institut médico-légal. Nous avons besoin d'une évaluation professionnelle de ces restes. » Pendant l'attente du légiste, Jacques décida d'enquêter davantage sur la propriété abandonnée. Les voisins rapportèrent qu'elle avait appartenu à Henri Dupont, un commerçant respecté dans la communauté, qui s'était installé à Bruxelles en 2001, environ 1 an après la disparition d'Antoine. « Connaissiez-vous Henri ?» demanda Jacques au voisin. « C'était un homme très respecté, » répondit Madame Moreau. Il tenait une épicerie florissante à Saint-Martin. Il était toujours courtois avec tout le monde. Il est parti pour rejoindre sa famille à Bruxelles. Le détail du quartier Saint-Martin attira immédiatement l'attention de Jacques. C'était exactement là où Antoine avait disparu pendant la fête d'anniversaire. Vous souvenez-vous si Henri connaissait les jeunes du quartier Saint-Martin, insista Jacques. Bien sûr, son épicerie était là-bas. Tous les jeunes du coin achetaient des cigarettes et des boissons chez lui. Il était très apprécié parce qu'il leur faisait souvent crédit quand il manquait d'argent. Le docteur Louis Bernard arriva à midi avec son équipe d'assistants. Il examina soigneusement tous les os trouvés et préleva des échantillons de terre à différents endroits du jardin.
Inspecteur Jacques, ces os sont définitivement humains. D'après leur taille et leurs caractéristiques, ils semblent appartenir à un jeune adulte. Je dois les emporter au laboratoire pour des analyses complètes, y compris des tests ADN, si nous pouvons en extraire après 5 ans, informa le légiste. Combien de temps pour les résultats? L'analyse de base sera prête dans 1 semaine. Les tests ADN peuvent prendre jusqu'à 3 semaines, selon l'état de conservation du matériel génétique. Jacques décida qu'il était temps de contacter la famille Lefebvre. Après 5 ans d'incertitude, il méritait de savoir qu'il y avait de nouveaux développements dans l'affaire d'Antoine. La famille Lefebvre vivait dans une maison modeste dans le quartier de ma campagne, à l'est d'Angoulême. Pierre Lefebvre avait considérablement vieilli depuis la disparition de son fils aîné. Marie Dubois conservait dans le salon des photos d'Antoine à différentes étapes de sa vie, notamment une grande photo de sa remise de diplôme de collège. Monsieur et Madame Lefebvre, nous avons trouvé des objets personnels appartenant à Antoine, commença Jacques avec précaution. Lucas Lefebvre, maintenant âgé de 20 ans, s'approcha en entendant le nom de son frère. Il avait abandonné ses études après la disparition d'Antoine et travaillait désormais avec son père dans le garage. « Quel genre d'objet, inspecteur » demanda Marie d'une voix tremblante. Jacques montra des photos du sac à dos, de la carte d'étudiant, de la médaille religieuse et d'autres objets trouvés. Marie se mit à pleurer en reconnaissant immédiatement les affaires de son fils. C'est son sac. Ce briquet, c'est Sophie qui le lui avait offert pour ses 18 ans. La médaille, c'est ma mère qui la lui avait donnée pour ses 15 ans, confirma-t-elle entre ses larmes. Où avez-vous trouvé ces choses? Demanda Lucas d'une voix contrôlée mais tendue. Jacques expliqua tout le processus, depuis la découverte de Marcel jusqu'à l'inspection officielle. Il mentionna également le lien avec Henri Dupont et son épicerie à Saint-Martin. Je me souviens d'Henri, dit Lucas immédiatement. Antoine achetait souvent là-bas. Il disait qu'il était très gentil et lui faisait de bons prix. Pensez-vous qu'il ait un rapport avec ce qui est arrivé à mon frère? Il est trop tôt pour accuser qui que ce soit, mais nous devons enquêter sur ce lien. Antoine a-t-il mentionné un problème ou une conversation étrange avec Henri? Jamais, répondit Pierre. Au contraire, il disait toujours que c'était un homme très bon, qui le traitait comme un petit-fils. Marie essuya ses larmes et regarda Jacques dans les yeux. Inspecteur, je vous en prie, trouvez la vérité sur ce qui est arrivé à mon fils. Ces 5 ans ont été un enfer. Ne pas savoir s'il est vivant, mort, kidnappé ou quoi que ce soit. Je vous promets que nous enquêterons à fond. Nous avons maintenant des preuves matérielles, c'est plus que ce que nous avions dans l'enquête initiale. Lucas s'approcha de l'inspecteur. Je veux participer à l'enquête. Je suis adulte maintenant, et je veux aider à trouver la vérité sur mon frère. Officiellement, vous ne pouvez pas participer directement, mais toute information supplémentaire que vous pourriez vous rappeler serait précieuse. Antoine a-t-il mentionné quelque chose de précis sur la soirée de la fête de Sophie? Juste qu'il était très excité parce que Sophie avait trouvé un travail et qu'ils pourraient mieux planifier leur avenir ensemble. Il voulait l'épouser après le lycée. Jacques prit note de tout. En quittant la maison des Lefebvre, il décida que la prochaine étape serait de retrouver et interroger à nouveau Sophie Laurent, la petite amie d'Antoine au moment de sa disparition. Sophie, maintenant âgée de 23 ans, travaillait comme secrétaire dans une entreprise de comptabilité au centre d'Angoulême. Jacques la contacta par téléphone et ils convinrent de se rencontrer le lundi matin au commissariat. Lundi 18 juillet 2005, 9 h, commissariat d'Angoulême. Sophie Laurent arriva à l'heure. Elle avait beaucoup changé depuis ses 18 ans. Elle portait maintenant les cheveux courts et une tenue plus formelle pour son travail de bureau. Ses yeux trahissaient une certaine nervosité lorsqu'elle fut conduite dans la salle d'interrogatoire par Jacques. Sophie, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, nous avons trouvé de nouvelles preuves liées à la disparition d'Antoine. J'ai besoin que nous repassions en revue les événements de cette soirée du 22 avril 2000. Inspecteur, cela fait 5 ans. Je ne sais pas quelle nouvelle information je pourrais vous donner que je n'ai pas déjà dite à l'époque, répondit Sophie en jouant nerveusement avec ses mains. Je comprends,
Mais nous avons maintenant un contexte différent. Nous savons que quelque chose est définitivement arrivé à Antoine cette nuit-là. Ses effets personnels ont été trouvés enterrés dans une propriété spécifique. Jacques évita de mentionner le lien avec Henri Dupont pour le moment. Il voulait entendre la version complète de Sophie avant d'introduire cette information. Racontez-moi exactement comment vous avez organisé la fête. Sophie soupira profondément avant de répondre. Ce n'était pas exactement mon anniversaire. C'était une célébration parce que j'avais décroché mon premier emploi officiel dans un bureau du centre. Mes parents étaient en voyage à Bordeaux pour rendre visite à ma tante, alors nous avons profité de la maison. Qui d'autre était au courant de la fête? J'ai invité mes amis proches, Émilie Dubois, Camille Martin et Léa Garnier. Antoine a invité ses amis Théo Simon, Hugo Bernard et Raphaël Fournier. Nous étions environ 12 personnes en tout. Comment Antoine s'est-il comporté pendant la fête? Normalement. Il était heureux pour mon nouveau travail. Nous avons dansé, discuté avec tout le monde. Il a bu quelques bières, mais pas beaucoup. Antoine n'était pas du genre à boire énormément. Décrivez précisément ce qui s'est passé lorsqu'il est sorti de la maison. Sophie sembla mal à l'aise avec la question. Elle s'agita sur sa chaise avant de répondre. Il était environ 23h30. Antoine a dit qu'il n'avait plus de cigarettes et qu'il allait en acheter à l'épicerie d'Henri. L'épicerie fermait à minuit le samedi, donc il avait le temps. Jacques nota soigneusement. Sophie avait mentionné Henri sans qu'il ait eu à le demander spécifiquement. Antoine achetait-il souvent des cigarettes dans cette épicerie? Oui, toujours. Henri le connaissait depuis qu'il était petit et était toujours très gentil avec lui. Il lui faisait des prix spéciaux et parfois du crédit quand il n'avait pas assez d'argent. Combien de temps avez-vous attendu avant de vous inquiéter? Au début, nous ne nous sommes pas inquiétés. Nous pensions qu'il avait peut-être croisé des amis dans la rue et s'était attardé à discuter. Mais après plus d'une heure, j'ai commencé à m'inquiéter. Avez-vous envoyé quelqu'un le chercher? Sophie hésita avant de répondre. Théo et Hugo sont allés à l'épicerie d'Henri, mais elle était déjà fermée. Ils ont frappé à la porte de sa maison, derrière l'épicerie, mais personne n'a répondu. À quelle heure était-ce? Vers 1h du matin. À ce moment-là, nous étions très inquiets. Jacques remarqua quelque chose dans l'expression de Sophie qui suggérait qu'elle ne disait pas toute la vérité. Sophie, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose d'autre qui s'est passé cette nuit-là que vous n'avez pas mentionné dans l'enquête initiale? Sophie devint visiblement nerveuse. Elle commença à transpirer et évita le contact visuel direct avec l'inspecteur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Antoine avait-il un problème personnel avec quelqu'un? Devait-il de l'argent? Avait-il eu un conflit récent? Non, rien de tout cela. Antoine était très calme. Il ne se mêlait jamais de problème. Jacques décida de pousser un peu plus. Sophie, nous avons trouvé des preuves matérielles indiquant que quelque chose de violent est arrivé à Antoine. Si vous savez quelque chose que vous ne nous avez pas dit il y a 5 ans, c'est le moment de parler. Cela pourrait être crucial pour découvrir la vérité. Sophie se mit à pleurer silencieusement. Après quelques minutes, elle essuya ses larmes et regarda l'inspecteur. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit parce que je pensais que ce n'était pas important et parce que j'avais peur qu'on me blâme. De quoi s'agit-il? Cette nuit-là, avant qu'Antoine ne sorte pour acheter des cigarettes, nous avons reçu un appel téléphonique à la maison. C'était Henri. Il a dit qu'il avait reçu une commande spéciale de cigarettes étrangères qu'Antoine avait demandé des semaines plus tôt et que s'il les voulait, il devait venir ce soir-là parce qu'il partait en voyage le lendemain. Cette information était totalement nouvelle et changeait considérablement le récit des événements. Antoine avait commandé des cigarettes spéciales? C'est ce qu'Henri a dit au téléphone. Antoine semblait surpris parce qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait une telle commande, mais Henri a insisté pour qu'il vienne ce soir-là. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans l'enquête initiale? Parce que lorsque nous sommes allés voir Henri le lendemain, il a nié avoir appelé.
Il a dit qu'il n'avait pas parlé avec nous ce soir-là et que son épicerie avait fermé tôt parce qu'il se sentait malade. Les enquêteurs l'ont cru plutôt que moi. Jacques sentit qu'il tenait enfin une piste solide. Le comportement d'Henri, niant l'appel téléphonique, était extrêmement suspect. Quelqu'un d'autre a entendu cette conversation téléphonique? Oui, Émilie Dubois était à côté de moi quand j'ai répondu au téléphone. Elle a entendu toute la conversation. J'ai besoin de parler à Émilie immédiatement. Savez-vous où la trouver? Elle travaille comme infirmière à l'hôpital de Girac. Son service commence à 14 heures. Jacques mit fin à l'interview avec Sophie et se rendit immédiatement à l'hôpital de Girac pour localiser Émilie Dubois. Émilie, maintenant âgée de 23 ans, confirma exactement la même version des événements que Sophie. Elle se souvenait parfaitement de l'appel d'Henri et de son insistance sur les cigarettes étrangères et l'urgence qu'Antoine vienne ce soir-là. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans l'enquête initiale » demanda Jacques. « Nous l'avons mentionné, mais quand Henri l'a nié, les inspecteurs ont dit que nous avions probablement confondu les détails à cause du choc de la disparition. Ils nous ont fait sentir comme si nous inventions des choses. » Jacques revint au commissariat et commença à enquêter sur tout ce qu'il pouvait trouver sur Henri Dupont. Les registres montraient qu'il avait fermé son épicerie en janvier 2001 et vendu sa propriété pour s'installer à Bruxelles. Ce qui était intéressant, c'était le schéma temporel. Henri avait vécu normalement à Angoulême pendant 9 mois après la disparition d'Antoine, mais avait ensuite tout vendu rapidement pour partir à l'étranger. Sergent Martin, contactez les autorités d'immigration à Bruxelles. Je veux savoir si Henri Dupont vit vraiment là-bas et ce qu'il a fait ces 4 dernières années. Pensez-vous qu'il ait un rapport avec ce qui est arrivé au garçon? Chaque preuve que nous trouvons pointe dans cette direction. L'appel téléphonique mensonger, son déni par la suite, son départ soudain à l'étranger, et maintenant les affaires d'Antoine trouvées enterrées sur sa propriété. C'est trop de coïncidences. Cet après-midi-là, Jacques reçut un appel du docteur Louis Bernard. Inspecteur, j'ai des résultats préliminaires de l'analyse des os. Ils appartiennent définitivement à un jeune homme d'environ 18 à 20 ans. La cause de la mort semble être un traumatisme crânien contondant, compatible avec des coups portés par un objet lourd. Y a-t-il une possibilité d'identification positive? Nous traitons les échantillons d'ADN. Si la famille peut fournir des échantillons pour comparaison, nous pourrons confirmer l'identité dans environ 2 semaines. Jacques savait que l'affaire prenait un tournant décisif. Ce n'était plus une disparition mystérieuse, mais un homicide avec des preuves matérielles et un suspect. Mardi 19 juillet 2005. Jacques décida d'approfondir le passé d'Henri Dupont avant de demander une enquête internationale. Il visita l'ancienne épicerie à Saint-Martin, désormais transformée en boulangerie. Le nouveau propriétaire, René Lambert, se souvenait parfaitement d'Henri. C'était un commerçant très prospère. Il avait une clientèle fidèle dans tout le quartier. Les jeunes venaient souvent car il avait un grand choix de cigarettes et les traitait bien, expliqua René tout en pétrissant la pâte pour des croissants. Vous souvenez-vous de quelque chose de spécifique sur son comportement dans les mois précédant son départ? Maintenant que vous le mentionnez, oui, il y avait quelque chose d'étrange. À la fin de l'année 2000, Henri a commencé à être plus nerveux, plus méfiant. Il a installé de nouvelles caméras de sécurité et des grilles supplémentaires à son épicerie. A-t-il mentionné pourquoi il a fait ces changements? Il disait qu'il y avait eu des vols dans le quartier et qu'il voulait se protéger, mais en vérité, il n'y avait pas plus de vols que d'habitude. Jacques rendit visite à d'autres commerçants du coin qui avaient connu Henri pendant des années. Tous s'accordaient à dire qu'il avait été une personne respectée et sans problème jusqu'à la fin de 2000, lorsque son comportement changea sensiblement. Madame Claire Robert, propriétaire d'une librairie à proximité, fournit une information particulièrement intéressante. Henri était très sociable, surtout avec les jeunes. Il leur donnait du travail temporaire, les aidait avec de l'argent quand ils avaient des problèmes familiaux. Mais après avril 2000, il ne voulait plus employer de jeunes. Il a licencié 2 garçons qui travaillaient pour lui le week-end. Vous souvenez-vous des noms de ces garçons? L'un était Jules Moreau, l'autre s'appelait
Je crois, Adrien, mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Jacques localisa Jules Moreau, qui travaillait maintenant comme chauffeur de bus pour la STGA. Jules se souvenait parfaitement de son expérience avec Henri. J'ai travaillé pour lui pendant presque 2 ans, de 16 à 18 ans. C'était un bon patron, il payait bien et me traitait comme un petit-fils. Mais après la disparition d'Antoine Lefèvre, il a complètement changé. Comment a-t-il changé précisément? Il est devenu très paranoïaque. Il me disait qu'il n'avait plus besoin d'aide, qu'il préférait travailler seul. Un jour, je suis arrivé pour travailler comme d'habitude, et il m'a dit de ne plus revenir, qu'il avait décidé de fermer le dimanche et n'avait plus besoin d'employés. Vous connaissiez Antoine Lefèvre? Bien sûr, il achetait souvent là-bas. C'était un bon gars, toujours respectueux. Henri l'aimait beaucoup. Il parlait souvent de football et d'école. Jules fournit un détail crucial. Henri tenait un carnet où il notait les dettes des jeunes qui achetaient à crédit. Il le consultait toujours quand quelqu'un voulait du crédit. Antoine y figurait souvent parce qu'il achetait des cigarettes presque tous les jours. Avez-vous vu ce carnet après la disparition d'Antoine? Non. Quand je suis revenu après quelques jours d'absence, Henri avait brûlé beaucoup de papier dans un tonneau derrière l'épicerie. Il disait qu'il faisait le ménage de vieux documents. Cette information suggérait une destruction délibérée de preuves. Jacques commença à construire un profil psychologique d'Henri comme quelqu'un qui avait soigneusement planifié de couvrir un crime. Il décida de contacter Théo Simon et Hugo Bernard, les amis d'Antoine qui étaient allés le chercher à l'épicerie cette nuit-là. Théo travaillait désormais dans une usine de pièces automobiles à Cognac, et Hugo était employé dans une entreprise de construction à Jarnac. Cette nuit-là, quand nous sommes allés chercher Antoine, nous avons trouvé étrange que l'épicerie soit complètement sombre, se souvint Théo. Normalement, Henri laissait une lumière allumée à l'arrière, là où il vivait. Avez-vous frappé à la porte de sa maison? Oui, nous avons frappé fort plusieurs fois. Hugo a même crié le nom d'Henri, mais personne n'a répondu. C'était très bizarre parce que nous savions qu'il vivait seul. Hugo ajouta une information importante. Le lendemain, quand la police est venue poser des questions à Henri, il a dit qu'il était malade avec de la fièvre cette nuit-là et qu'il avait pris des médicaments pour dormir. C'est pourquoi il n'avait pas entendu quand nous avons frappé. Vous avez cru cette explication? À l'époque, oui, parce que nous respections beaucoup Henri, mais maintenant que vous posez la question, nous ne l'avions jamais vu malade en toutes ces années où nous le connaissions. Théo mentionna un autre détail significatif. Environ une semaine après la disparition d'Antoine, Henri nous a demandé à plusieurs d'entre nous si nous avions vu Antoine dans le quartier, comme s'il ne savait pas qu'il avait disparu. Mais nous savions que la police était déjà venue lui poser des questions. Comment avez-vous interprété ce comportement? Nous pensions qu'il avait peut-être une mauvaise mémoire ou qu'il était nerveux à cause de tout le scandale de l'affaire. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il puisse y avoir autre chose. Jacques retourna au commissariat avec une vision beaucoup plus claire des événements. Henri Dupont avait montré un comportement extrêmement suspect après la disparition d'Antoine, y compris des mensonges documentés, la destruction de preuves et des changements significatifs dans son comportement personnel. Cet après-midi-là, il reçut un appel du sergent Martin. « Inspecteur, j'ai des informations sur Henri Dupont à Bruxelles. » Selon l'immigration belge, il y vit légalement depuis février 2001. Il travaille comme employé dans une épicerie de produits français dans le quartier de Molenbeek. A-t-il eu des problèmes avec la loi en Belgique? Aucun problème avec la justice belge. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Ses voisins à Bruxelles disent qu'il est très réservé, ne parle jamais de sa vie en France et n'a jamais reçu de visite de proches ou d'amis français. À quel point serait-il difficile de le faire revenir pour un interrogatoire? Cela dépend des preuves que nous avons. Si nous pouvons prouver qu'il est suspect d'un crime, nous pouvons demander une extradition, mais il nous faut un dossier solide. Jacques savait qu'il avait besoin de plus de preuves avant de procéder légalement contre Henri. Il décida de retourner à la propriété où les restes d'Antoine avaient été trouvés pour une inspection plus approfondie. Le lendemain, avec un mandat judiciaire,
il revint avec une équipe plus large d'enquêteurs médico-légaux. Ils creusèrent une zone beaucoup plus vaste du jardin et examinèrent l'intérieur de la maison abandonnée. Dans la cave de la maison, ils trouvèrent des taches sombres sur le sol en béton qui pourraient être du sang ancien. Ils découvrirent également d'autres fragments de vêtements et ce qui semblait être un objet contondant, un marteau de charpentier avec des taches sombres sur le manche. Docteur Bernard, nous avons besoin d'une analyse complète de ces taches et de ce marteau, demanda Jacques. Bien sûr, s'il y a du matériel génétique préservé après 5 ans, nous pourrons faire des comparaisons. Le cas contre Henri Dupont se renforçait rapidement avec des preuves matérielles solides. Jeudi 21 juillet 2005, Jacques reçut l'autorisation de ses supérieurs pour contacter directement Henri Dupont à Bruxelles. Le plan était de passer un appel téléphonique informel pour évaluer sa réaction face à de nouvelles questions sur l'affaire d'Antoine Lefèvre. Jacques utilisa le numéro de téléphone fourni par les autorités d'immigration belges. Il était 10 heures du matin à Angoulême, 9 heures à Bruxelles. « Allô » répondit une voix masculine avec un accent charentais caractéristique. « Monsieur Henri Dupont ?»« Oui. »« Qui est-ce » ?»« Inspecteur Jacques Moreau de la police d'Angoulême, Charente. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur une affaire que nous réexaminons. » Il y eut une longue pause avant qu'Henri ne réponde. « De quelle affaire s'agit-il » ? « L'affaire d'Antoine Lefèvre, le jeune qui a disparu en avril 2000. » La pause fut encore plus longue. Jacques pouvait entendre la respiration accélérée d'Henri à l'autre bout de la ligne. « Inspecteur, j'ai déjà parlé à la police il y a 5 ans. Je leur ai dit tout ce que je savais, ce qui n'était pas grand-chose. Je comprends, monsieur Dupont, mais de nouvelles preuves ont émergé qui nécessitent des éclaircissements. Vous souvenez-vous d'avoir passé un appel téléphonique à la maison de Sophie Laurent dans la soirée du 22 avril 2000 ? Non, je n'ai jamais passé cet appel. J'ai déjà expliqué aux enquêteurs initiaux que cette nuit-là, j'étais malade et me suis couché tôt. Nous avons des témoins qui confirment avoir reçu cet appel de vous, offrant des cigarettes étrangères spéciales à Antoine. Les témoins se trompent, inspecteur. Je ne vendais jamais de cigarettes étrangères spéciales, seulement des marques françaises courantes. Jacques nota qu'Henri mentait. Les anciens clients avaient confirmé qu'ils vendaient parfois des cigarettes importées à des prix spéciaux. Monsieur Dupont, nous avons trouvé des effets personnels d'Antoine enterrés dans le jardin de votre ancienne propriété à la Bussate. Cette fois, le silence fut si long que Jacques pensa que l'appel avait été coupé. Monsieur Dupont, êtes-vous là? Oui, je suis là. Quel genre d'effet? Son sac à dos scolaire, sa carte d'étudiant, sa montre et d'autres objets personnels. Nous avons également trouvé des restes humains dans la même zone. Henri commença à parler de manière précipitée et nerveuse. Inspecteur, je ne sais pas comment ces choses sont arrivées dans mon ancienne propriété. Quand je suis parti en Belgique, la maison était abandonnée. N'importe qui aurait pu entrer et enterrer des choses là-bas. Pourquoi êtes-vous parti si soudainement d'Angoulême, monsieur Dupont? Ce n'était pas soudain. J'avais prévu de rejoindre ma famille à Bruxelles depuis des années. L'opportunité s'est présentée en 2001. Quels membres de votre famille sont à Bruxelles? Henri hésita avant de répondre. J'ai des cousins qui vivent là-bas depuis longtemps. J'aurais besoin des noms et adresses de ces cousins pour vérifier votre histoire. Inspecteur, pourquoi m'interrogez-vous comme si j'étais suspect? J'ai toujours été bon avec Antoine et tous les jeunes du quartier. Monsieur Dupont, j'ai besoin que vous veniez à Angoulême pour un entretien formel. Il y a trop d'incohérences dans votre témoignage initial. Je ne peux pas venir en France. J'ai des engagements professionnels ici à Bruxelles. Alors nous demanderons votre extradition formelle pour interrogatoire dans une affaire de meurtre. Le mot « meurtre » provoqua une réaction immédiate chez Henri. Meurtre, inspecteur? Je n'ai jamais tué personne. Antoine était comme un petit-fils pour moi. Si c'est vrai, vous n'aurez aucun problème à venir clarifier les incohérences dans votre témoignage. J'ai besoin de temps pour organiser mes affaires ici. Je ne peux pas quitter mon travail du jour au lendemain.
Je vous donne une semaine, monsieur Dupont. Si vous ne venez pas volontairement, nous procéderons à une extradition forcée. Une semaine, ce n'est pas assez de temps. Une semaine est plus que généreuse, étant donné que 5 ans se sont écoulés depuis le crime. Après avoir raccroché, Jacques contacta immédiatement les autorités françaises des affaires étrangères pour entamer le processus d'extradition. Il demanda également aux autorités belges de placer Henri sous surveillance discrète pour éviter qu'il ne fuit vers un autre pays. Cet après-midi-là, le docteur Bernard rappela avec des résultats supplémentaires. Inspecteur, les taches dans la cave sont définitivement du sang humain. Le groupe sanguin correspond à celui que nous avons dans le dossier médical scolaire d'Antoine Lefèvre. Nous avons également trouvé du matériel génétique sur le marteau qui sera analysé pour une comparaison ADN. À quel point ces résultats sont-ils concluants? La correspondance du groupe sanguin est très significative, mais pas définitive. Les résultats ADN seront totalement concluants si nous obtenons une correspondance. Jacques décida d'informer immédiatement la famille Lefèvre de ces développements. Lucas Lefèvre réagit avec un mélange de soulagement et de douleur en apprenant qu'ils avaient enfin des preuves solides de ce qui était arrivé à son frère. Inspecteur, est-ce qu'il va revenir en France pour affronter la justice? Nous faisons tout notre possible pour qu'il revienne pour un interrogatoire. S'il est coupable, il paiera pour ce qu'il a fait. Marie Dubois montra une force surprenante en entendant les nouvelles. Pendant 5 ans, nous avons vécu avec l'espoir qu'Antoine était vivant quelque part. C'est douloureux de connaître la vérité, mais au moins maintenant nous pouvons obtenir justice et permettre à son âme de reposer en paix. Pierre Lefèvre demanda la permission d'aller personnellement à Bruxelles pour confronter Henri. Monsieur Lefèvre, je comprends votre douleur et votre désir de justice, mais vous devez laisser la loi suivre son cours. Toute action impulsive pourrait compromettre l'affaire. Le vendredi matin, Jacques reçut un appel alarmant des autorités belges. Inspecteur Jacques, nous avons de mauvaises nouvelles. Henri Dupont ne s'est pas présenté à son travail hier et n'a pas dormi dans son appartement. Ses voisins disent l'avoir vu partir avec une petite valise jeudi soir. Avez-vous une idée d'où il aurait pu aller? Nous vérifions les registres de vol, de bus et de passages frontaliers, mais s'il a des faux documents ou l'aide de complices, il pourrait être n'importe où. Jacques réalisa qu'Henri avait fui après leur conversation téléphonique. Cela confirmait à la fois sa culpabilité et compliquait considérablement l'affaire. J'ai besoin que vous émettiez une alerte internationale. Cet homme est suspect de meurtre et représente un risque de fuite. Nous traitons déjà l'alerte. Nous avons également demandé le gel de ses comptes bancaires pour retracer toute activité financière. L'affaire avait pris une nouvelle dimension d'urgence. Henri avait confirmé sa culpabilité en s'enfuyant, mais le retrouver serait bien plus difficile. Lundi 25 juillet 2005. Le docteur Bernard convoqua d'urgence Jacques pour examiner les résultats finaux de l'analyse ADN. Inspecteur, j'ai des nouvelles définitives. Le matériel génétique extrait des os correspond parfaitement aux échantillons des parents d'Antoine Lefèvre. C'est une identification positive à 100%. De plus, le matériel génétique sur le marteau correspond également à Antoine. Nous avons trouvé des fibres microscopiques de la chemise qu'il portait la nuit de sa disparition. Sans aucun doute, c'était l'arme du crime. Jacques ressentit un mélange de satisfaction d'avoir des preuves concluantes et de frustration face à la fuite d'Henri. Y a-t-il autre chose dans les preuves qui pourrait nous aider à localiser Henri? Nous avons trouvé des empreintes digitales partielles sur le manche du marteau qui n'appartiennent pas à Antoine. Elles sont en cours de traitement pour comparaison avec la base de données. Henri a ses empreintes enregistrées en France. En tant que commerçant établi, il avait ses empreintes pour sa licence commerciale. Les résultats de comparaison seront prêts demain. En attendant les résultats finaux, Jacques décida de reconstruire complètement les événements de la nuit du 22 avril 2000, en se basant sur toutes les preuves disponibles. Selon sa reconstitution, Henri Dupont avait appelé la maison de Sophie spécifiquement pour attirer Antoine avec l'excuse des cigarettes étrangères. Quand Antoine est arrivé à l'épicerie, Henri l'a conduit chez lui, probablement sous un prétexte,
et l'a ensuite frappé mortellement avec le marteau dans la cave. Henri avait transporté le corps et les affaires d'Antoine jusqu'à sa propriété à la Bussate, où il les avait enterrés dans le jardin arrière. Ensuite, il était retourné nettoyer les preuves du crime dans sa maison principale. Ce qui restait flou était le mobile du crime. Antoine n'avait pas d'argent à voler, il n'y avait aucune preuve de problème personnel entre lui et Henri, et il ne semblait pas y avoir de motifs sexuels ou liés à la drogue. Jacques décida d'enquêter plus profondément sur le passé d'Henri pour trouver des mobiles possibles. Il consulta les archives municipales et trouva des informations intéressantes sur l'historique commercial d'Henri. Les registres montraient qu'en mars 2000, juste un mois avant le crime, Henri avait demandé un prêt bancaire important pour agrandir son commerce. Le prêt avait été refusé en raison de problèmes dans son historique de crédit. Monsieur Lambert, demanda Jacques au propriétaire actuel de l'ancienne épicerie, Henri a-t-il mentionné avoir des problèmes financiers? Maintenant que vous le dites, oui. Dans les derniers mois avant son départ, il a mentionné plusieurs fois que son commerce ne rapportait pas les bénéfices escomptés. Il disait que les jeunes lui devaient beaucoup d'argent et ne le payaient pas. Cette information suggérait un possible mobile économique. Peut-être qu'Antoine avait été victime de la frustration financière d'Henri, ou peut-être y avait-il quelque chose de spécifique lié à une dette. Jacques retourna interroger Jules Moreau, l'ancien employé d'Henri. Jules, vous souvenez-vous si Antoine devait beaucoup d'argent à Henri? Antoine achetait souvent à crédit, mais il payait toujours. En fait, c'était l'un des clients les plus fiables. Henri disait toujours qu'Antoine était très responsable avec ses dettes. Vous souvenez-vous d'un conflit spécifique entre eux? Non, jamais. Au contraire, Henri parlait toujours bien d'Antoine. Il disait que c'était un bon garçon avec un avenir prometteur. Le mobile du crime restait flou, mais Jacques savait qu'il n'était pas nécessaire pour l'affaire légale. Il avait des preuves matérielles définitives du meurtre et des preuves circonstancielles solides qu'Henri était le coupable. Le mardi matin, le docteur Bernard confirma la correspondance des empreintes digitales. Les empreintes partielles sur le marteau correspondent à celles d'Henri Dupont. Nous avons une identification positive de l'arme du crime, l'ADN de la victime et les empreintes du suspect sur le même objet. Avec ces preuves définitives, Jacques obtint un mandat d'arrêt international contre Henri Dupont pour le meurtre d'Antoine Lefebvre. Il décida également de rendre l'information publique pour faire pression sur Henri et demander l'aide citoyenne pour le localiser. Il convoqua une conférence de presse cet après-midi-là. Nous avons des preuves concluantes que monsieur Henri Dupont, âgé de 58 ans, originaire d'Angoulême, est responsable du meurtre d'Antoine Lefebvre en avril 2000. Henri est actuellement en fuite et pourrait se trouver n'importe où en France, en Belgique ou en Europe. La conférence de presse reçut une large couverture médiatique. Les photos d'Henri furent diffusées à l'échelle internationale, et une ligne téléphonique fut mise en place pour signaler tout repérage. La famille Lefebvre assista à la conférence de presse. Lucas Lefebvre parla au nom de la famille. Pendant 5 ans, nous n'avons pas su ce qui était arrivé à mon frère Antoine. Maintenant, nous savons qu'il a été assassiné par quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un que nous connaissions et respections. Nous demandons à toute la communauté de nous aider à trouver ce meurtrier pour qu'il fasse face à la justice. Marie Dubois ajouta, Antoine était un bon fils, un bon frère, et il avait toute une vie devant lui. Il méritait de fonder une famille, d'avoir une carrière et une vie épanouie. Henri Dupont lui a tout pris et doit payer pour ce qu'il a fait. Après la conférence de presse, les appels téléphoniques avec des pistes potentielles commencèrent à arriver. La plupart étaient des fausses alertes, mais certains fournirent des informations utiles sur le comportement et les contacts d'Henri. Un appel particulièrement intéressant vint d'une femme à Limoges qui disait avoir travaillé avec Henri dans une épicerie dans les années 1990. Henri avait des problèmes avec l'alcool et devenait parfois agressif quand il buvait. Une fois, il a frappé un jeune employé parce qu'il était arrivé en retard au travail. Il avait aussi du mal à contrôler son tempérament quand les choses ne se passaient pas comme il voulait. Cette information fournissait un contexte psychologique supplémentaire pour comprendre comment Henri aurait pu commettre un acte de violence impulsif. À la fin de la journée, Jacques avait établi un dossier juridique solide contre Henri,
mais le localiser et l'arrêter restait le principal défi. Mercredi 27 juillet 2005. Les autorités belges informèrent Jacques qu'elles avaient retracé une activité sur les comptes bancaires d'Henri. Il avait retiré 5 000 € dans un distributeur à Anvers le lundi soir. Inspecteur, les caméras de sécurité de la banque montrent clairement Henri effectuant la transaction à 23h47. Il portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil, mais l'identification faciale est positive. Vers où se dirigeait-il depuis Anvers? Nous n'avons pas d'informations confirmées, mais Anvers est un point de connexion important vers la France. Il pourrait avoir franchi la frontière vers Lille ou Dunkerque. Jacques coordonna immédiatement avec les autorités frontalières françaises pour intensifier la recherche à tous les passages entre la Belgique et les régions de Hauts-de-France et Grand Est. S'il retourne en France, il a probablement un plan précis. Il ne serait pas assez imprudent pour revenir sans avoir un endroit sur où se cacher, réfléchit Jacques. Le jeudi matin, une piste cruciale arriva. Un chauffeur de taxi à Dunkerque rapporta avoir transporté un homme correspondant à la description d'Henri depuis la gare routière jusqu'à un hôtel économique au centre-ville. L'homme semblait très nerveux. Il a payé la course entière en liquide et m'a demandé de le déposer 2 rues avant l'hôtel, pas directement à l'entrée, rapporta le chauffeur aux autorités locales. Jacques se rendit immédiatement à Dunkerque avec une équipe d'officiers spécialisés. Ils arrivèrent à l'hôtel de la Plage, un établissement de seconde catégorie fréquenté par des travailleurs temporaires et des personnes préférant rester discrètes. Le gérant de l'hôtel, Monsieur Gilles Thomas, confirma qu'un homme correspondant à la description d'Henri s'était enregistré dans une chambre mercredi soir en utilisant des documents qui semblaient faux. Il s'est enregistré sous le nom de Henri Martin et a payé une semaine entière à l'avance en liquide. Il a dit qu'il était un commerçant en voyage d'affaires, expliqua Gilles. Est-il actuellement à l'hôtel? Je ne l'ai pas vu sortir de sa chambre depuis hier soir. Chambre 217, au 2e étage. Jacques établit un périmètre discret autour de l'hôtel tout en planifiant l'opération de capture. Il ne voulait pas risquer qu'Henri s'échappe à nouveau ou qu'il prenne des otages s'il se sentait acculé. À 14 heures, avec des renforts de la police nationale de Dunkerque, Jacques lança l'opération. Ils montèrent silencieusement au 2e étage et se positionnèrent devant la chambre 217. Monsieur Dupont, c'est la police. Nous savons que vous êtes là-dedans. Ouvrez la porte pacifiquement, annonça Jacques en frappant fermement. Il y eut des bruits de mouvements désespérés à l'intérieur, des meubles déplacés, des objets tombant, puis le silence. Monsieur Dupont, vous avez 10 secondes pour ouvrir la porte, sinon nous entrerons de force. Aucune réponse. Les officiers forcèrent la porte et trouvèrent la chambre vide, mais avec une fenêtre ouverte et une corde improvisée faite de draps descendant vers la ruelle arrière. Il s'est échappé par la fenêtre, rapporta un officier après avoir inspecté la ruelle. Les empreintes dans la terre montrent qu'il a couru vers le nord par la ruelle. La poursuite s'intensifia immédiatement. Ils établirent des points de contrôle à toutes les sorties de la ville et alertèrent toutes les gares routières, les taxis et les services de transport. Dans la chambre abandonnée, ils trouvèrent des preuves importantes, un passeport français falsifié au nom d'Henri Martin, 1 200 € en liquide et un carnet avec des numéros de téléphone et des adresses dans différentes villes françaises. Inspecteur, on dirait qu'Henri a un réseau de contacts préparé pour l'aider à s'enfuir, observa le sergent Martin en examinant le carnet. Parmi les adresses, il y avait des contacts à Brest, Limoges, La Rochelle et Nice. Il y avait aussi des numéros de téléphone sans noms associés. Jacques décida de diviser l'équipe d'enquête. Pendant qu'il poursuivait la recherche immédiate à Dunkerque, il envoya des équipes enquêter sur les contacts dans les autres villes. À 18 heures, ils reçurent un rapport d'un chauffeur de bus qui avait vu un homme suspect acheter un billet pour La Rochelle à la gare routière Flixbus. L'homme portait une casquette et des lunettes, mais quand il a enlevé ses lunettes pour lire le billet, j'ai reconnu son visage grâce aux informations. Il a acheté un billet pour le bus de 19h30 à destination de La Rochelle. Jacques arriva à la gare 15 minutes avant l'heure de départ du bus. Le véhicule embarquait déjà les passagers lorsque les officiers arrivèrent. Arrêtez le bus. Nous devons vérifier tous les passagers, ordonna Jacques.
Ils inspectèrent méticuleusement chaque siège du bus. Henri n'était pas là. C'était une autre fausse piste, peut-être générée par Henri lui-même pour détourner la recherche. Cet homme est plus rusé que je ne le pensais. Il joue avec nous, reconnut Jacques, frustré. Cette nuit-là, ils mirent en place une surveillance dans tous les hôtels, pensions et maisons d'hôtes de Dunkerque. Ils placèrent également une surveillance discrète sur les contacts identifiés dans le carnet. Le vendredi matin, une piste plus prometteuse arriva. Une employée d'un bureau de change rapporta qu'un homme avait échangé des euros contre des livres sterling tôt ce matin-là et avait spécifiquement demandé des informations sur les itinéraires de transport vers la côte normande. Il a mentionné quelque chose sur le fait d'arriver au port avant le week-end. Je ne sais pas s'il parlait du Havre ou de Cherbourg, rapporta l'employé. Jacques décida de miser sur le Havre, car c'était l'une des adresses spécifiques mentionnées dans le carnet d'Henri. Sergent Martin, vous et 3 officiers, allez à Cherbourg. Je vais au Havre avec le reste de l'équipe. Restons en contact constant. Le trajet jusqu'au Havre prendrait 6 heures par la route. Pendant le trajet, Jacques coordonna avec les autorités portuaires pour intercepter toute personne tentant de quitter le pays par mer vers le Royaume-Uni ou l'Irlande. S'il atteint le port du Havre, il pourrait prendre un ferry pour Portsmouth ou Dublin. Une fois qu'il aura quitté les eaux françaises, il sera beaucoup plus difficile de l'attraper, expliqua Jacques à son équipe. La poursuite était devenue une course contre la montre pour empêcher Henri d'échapper complètement à la justice française. Samedi 30 juillet 2005, 6 heures, port du Havre. Jacques et son équipe arrivèrent au port du Havre après avoir conduit toute la nuit depuis Dunkerque. Les autorités portuaires avaient été alertées et avaient distribué des photos d'Henri à tout le personnel de sécurité. Le commandant du port, capitaine naval François Lemoine, reçut personnellement Jacques dans les bureaux administratifs du port. Inspecteur, nous avons vérifié tous les manifestes d'embarquement pour les 3 prochains jours. Il y a 2 ferrys qui partent pour l'étranger, un pour Portsmouth cet après-midi et un pour Dublin demain matin. Avez-vous vu quelqu'un correspondant à la description d'Henri? Pas de manière définitive, mais plusieurs employés ont signalé avoir vu un homme âgé avec une casquette et des lunettes de soleil poser des questions sur les billets pour les travailleurs temporaires sur les ferrys. Jacques établit une surveillance discrète à tous les points d'accès du port. Il coordonna également avec les autorités de l'immigration pour vérifier tous les documents des personnes tentant d'embarquer. À 10 heures du matin, un employé de la compagnie maritime Normandie Ferry signala une situation suspecte. Un homme est venu très tôt ce matin pour demander un travail temporaire sur le ferry Normandie, qui part pour Portsmouth cet après-midi. Il a offert de payer un supplément pour obtenir des documents de travailleurs maritimes. Où est cet homme maintenant? Il est parti en disant qu'il reviendrait avant midi avec l'argent pour les documents. Jacques positionna ses officiers stratégiquement autour des bureaux de Normandie Ferry. À 11h30, ils virent un homme approcher avec la tenue décrite, casquette de baseball, lunettes de soleil, chemise à manches longues pour couvrir des tatouages identifiables. C'est lui, confirma Jacques en observant avec des jumelles depuis une position élevée. Tout le monde à vos positions. Quand Henri entra dans les bureaux de la compagnie maritime, les officiers entourèrent discrètement le bâtiment. Jacques attendit qu'Henri complète sa transaction frauduleuse avant de procéder à l'arrestation pour avoir des preuves supplémentaires de ses tentatives de fuite. Henri Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Antoine Lefebvre, annonça Jacques en entrant dans les bureaux, l'arme dégainée. Henri tenta de courir vers la porte arrière, mais fut intercepté par 2 officiers qui l'attendaient. Il ne résista pas physiquement, mais commença à crier désespérément. C'est une erreur. Je n'ai tué personne. Antoine était comme mon petit-fils. Monsieur Dupont, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Jacques lui lut ses droits tout en lui passant les menottes. Pendant le transport de retour vers Angoulême, Henri maintint son déni initial, mais montra progressivement des signes de vouloir parler. Inspecteur, je ne voulais pas que cela arrive. Tout était un accident, dit-il soudainement pendant le trajet. Si vous souhaitez faire une déclaration, vous avez droit à la présence d'un avocat.
Je n'ai pas besoin d'avocat. Je veux dire la vérité. Je suis fatigué de fuir et de me cacher. Jacques décida d'attendre leur arrivée à Angoulême pour prendre une déclaration formelle. Il ne voulait pas risquer qu'une confession soit invalidée par des procédures inappropriées. Ils arrivèrent au commissariat d'Angoulême le samedi soir. Henri fut officiellement inculpé et placé dans une cellule de détention provisoire jusqu'à ce qu'il puisse faire sa déclaration officielle le lundi matin. Le dimanche, Jacques informa la famille Lefebvre de la capture réussie. Nous avons Henri Dupont en garde à vue. Il va faire face à des accusations pour le meurtre d'Antoine, annonça-t-il aux parents et à Lucas. Marie Dubois se mit à pleurer, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Merci, inspecteur. Merci de ne pas avoir abandonné l'affaire de mon fils. Lucas demanda la permission de voir Henri. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi il a tué mon frère. Cela ne sera pas possible avant le procès, Lucas, mais je te promets que tu auras toutes les réponses que tu mérites. Lundi 1er août 2005. Henri fut conduit devant le parquet pour rendre sa déclaration officielle. Il avait demandé à faire une confession complète sans la présence d'un avocat, bien qu'on lui ait expliqué son droit à une représentation légale. Je veux raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit du 22 avril 2000, commença Henri d'une voix tremblante. La confession qui suivit révéla enfin tous les détails du crime qui avait tourmenté la famille Lefebvre pendant 5 ans. Oui, j'ai appelé la maison de Sophie ce soir-là. J'ai menti au sujet des cigarettes étrangères parce que j'avais besoin qu'Antoine vienne à mon épicerie. Ce n'était pas pour lui faire du mal, mais pour lui demander une faveur très importante. Quel genre de faveur? J'avais de graves problèmes financiers. Je devais de l'argent à des prêteurs dangereux et j'avais besoin de trouver de l'argent rapidement. Je savais qu'Antoine travaillait à temps partiel dans un bureau du centre et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être m'obtenir un prêt ou se porter garant pour un crédit. Henri continua d'expliquer que lorsqu'Antoine arriva à l'épicerie cette nuit-là, il l'avait conduit chez lui pour discuter en privé de sa situation financière. Antoine a été très gentil, il m'a écouté patiemment et m'a dit qu'il n'avait pas d'argent à me prêter, mais qu'il pouvait parler à son patron pour voir s'il y avait des opportunités de travail supplémentaires pour moi. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? J'étais désespéré, inspecteur. Les prêteurs m'avaient menacé de me battre si je ne les payais pas cette semaine-là. Quand Antoine m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider immédiatement, je me suis énervé et je lui ai crié dessus. La confession révéla que la situation avait dégénéré lorsqu'Henri, dans son désespoir, avait suggéré qu'Antoine pourrait voler de l'argent dans le bureau où il travaillait. Antoine s'est beaucoup énervé quand je lui ai suggéré cela. Il m'a dit qu'il ne volerait jamais, que c'était mal, et que si j'avais besoin d'argent, je devais le trouver honnêtement. Il m'a fait honte et m'a fait sentir comme un criminel. C'est là que vous l'avez attaqué. J'ai perdu le contrôle, inspecteur. Antoine se dirigeait vers la porte pour partir, disant qu'il était déçu de moi. J'avais un marteau sur la table parce que j'avais réparé quelque chose cet après-midi-là. Je l'ai pris et, je l'ai frappé à la tête par derrière. La confession complète confirma tous les détails que Jacques avait reconstitués à partir des preuves matérielles. Lundi 1er août 2005. La confession d'Henri Dupont se prolongea pendant 3 heures sous le témoignage du parquet, en présence de l'inspecteur Jacques et d'un sténographe officiel. Après avoir frappé Antoine avec le marteau, j'ai immédiatement réalisé ce que j'avais fait. Il est tombé au sol et il y avait beaucoup de sang. J'ai essayé de le réanimer, mais il ne répondait pas. Il était mort, continua Henri, la voix brisée. Qu'avez-vous fait après avoir confirmé qu'Antoine était mort? J'ai complètement paniqué. Pendant 2 heures, j'ai marché dans la maison sans savoir quoi faire. J'ai pensé à appeler la police et tout avouer, mais j'avais peur d'aller en prison. Henri expliqua qu'il avait attendu jusqu'à 3 heures du matin, lorsque les rues étaient complètement désertes, pour transporter le corps d'Antoine dans sa camionnette Peugeot jusqu'à la propriété abandonnée à la Bussate. Pourquoi avez-vous choisi cette propriété spécifiquement? C'était la mienne, mais je l'avais abandonnée depuis 2 ans. Je savais que personne n'y allait jamais et que je pouvais enterrer le corps sans que personne ne s'en rende compte.
Décrivez exactement comment vous avez transporté et enterré le corps. J'ai enveloppé Antoine dans de vieilles couvertures et je l'ai mis à l'arrière de ma camionnette. J'ai conduit très lentement pour ne pas attirer l'attention. À la maison abandonnée, j'ai creusé un trou dans le jardin arrière et je l'ai enterré avec son sac à dos et ses affaires personnelles. La confession révéla qu'Henri était retourné chez lui pour nettoyer méticuleusement toutes les preuves du crime dans la cave où le meurtre avait eu lieu. J'ai utilisé de l'eau de javel et du savon pour nettoyer le sang sur le sol. J'ai brûlé les vêtements que je portais cette nuit-là. J'ai caché le marteau en pensant que je pourrais m'en débarrasser plus tard, mais je ne l'ai jamais fait. Pourquoi avez-vous gardé le marteau au lieu de le détruire? Je ne sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais garder une preuve de ce que j'avais fait. Je me sentais très coupable, et peut-être qu'une partie de moi voulait être découvert. Le parquet posa des questions sur le comportement d'Henri dans les jours et semaines suivant le meurtre. Les premiers jours ont été terribles. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas bien. Quand la police est venue me poser des questions sur Antoine, j'ai failli m'effondrer de peur, mais j'ai réussi à mentir et à dire que je ne savais rien. Pourquoi avez-vous détruit les documents de votre épicerie? J'ai brûlé le carnet où je notais les dettes des jeunes parce que le nom d'Antoine y figurait souvent. Je pensais que si quelqu'un voyait cela, il pourrait suspecter qu'il me devait beaucoup d'argent et que j'avais des raisons de lui faire du mal. Henri expliqua que les mois suivants avaient été marqués par une paranoïa constante et une culpabilité écrasante. Chaque fois que je voyais la famille d'Antoine dans la rue ou que j'entendais son nom aux informations, j'étais malade. J'ai arrêté d'employer des jeunes parce qu'ils me rappelaient Antoine. Quand avez-vous décidé de partir en Belgique? Ce n'était pas une décision, c'était du désespoir. À la fin de l'année 2000, je ne pouvais plus vivre normalement à Angoulême. Tout me rappelait Antoine et ce que j'avais fait. J'ai tout vendu rapidement et je suis parti à Bruxelles, où j'avais un cousin éloigné. La confession révéla que même en Belgique, Henri avait vécu tourmenté par la culpabilité. Ces 5 ans à Bruxelles ont été un enfer. Je n'ai pas eu un seul jour de paix. J'ai eu des cauchemars constants. J'ai pris des médicaments pour la dépression et l'anxiété. Pourquoi avez-vous décidé de confesser maintenant? Quand vous m'avez appelé au téléphone et que vous m'avez dit qu'on avait trouvé le corps d'Antoine, j'ai su que tout était fini. Une partie de moi s'est sentie soulagée. Je n'avais plus à porter ce terrible secret. L'inspecteur Jacques posa des questions sur des détails spécifiques nécessaires pour clore complètement l'affaire. Monsieur Dupont, y avait-il quelqu'un d'autre impliqué dans le crime ou dans sa dissimulation? Non, inspecteur, j'ai agi complètement seul. Personne d'autre ne sait ce qui s'est passé réellement. Antoine a-t-il souffert avant de mourir? Non, inspecteur. Le coup a été très fort, et il a perdu connaissance immédiatement. Il n'a pas souffert. Cette réponse apporta un certain réconfort à la famille, sachant qu'Antoine n'avait pas enduré de douleurs prolongées. La confession révéla également des informations sur d'autres aspects du comportement d'Henri. Avez-vous commis d'autres crimes similaires? Non, jamais. Antoine a été la seule personne que j'ai blessée dans ma vie. J'ai toujours été une personne paisible jusqu'à cette nuit horrible. Quel message voulez-vous transmettre à la famille d'Antoine? Henri éclata en sanglots avant de répondre. Je veux leur demander pardon à genoux. Je sais qu'ils ne me pardonneront jamais, et ils n'ont pas à le faire. J'ai détruit une famille et tué un garçon innocent qui voulait seulement m'aider. Je mérite toute la punition qu'on me donnera. Après avoir complété la confession formelle, Henri fut transféré à la maison d'arrêt en attendant la préparation de l'affaire pour le procès. L'inspecteur Jacques informa immédiatement la famille Lefebvre des détails de la confession. Antoine n'a pas souffert. Il a perdu connaissance immédiatement et n'a pas ressenti de douleur, assura-t-il aux parents. Lucas Lefebvre demanda des précisions sur les motivations du crime. Tout était à cause de l'argent. Il a tué mon frère juste parce qu'il avait besoin d'argent. Selon la confession, Henri était désespéré par des problèmes financiers et a perdu le contrôle quand Antoine a refusé de l'aider avec des activités illégales. Ton frère est mort parce qu'il est resté honnête et a refusé de faire quelque chose de mal.
Cette information apporta à la famille un sentiment de fierté au milieu de leur douleur, sachant qu'Antoine était mort en maintenant son intégrité morale. Marie Dubois demanda à connaître les détails sur l'endroit où Antoine avait été enterré pendant 5 ans. « Je veux aller à cet endroit pour lui dire adieu correctement avant que nous transférions ses restes au cimetière », demanda-t-elle. Jacques organisa une visite privée de la famille au site où les restes d'Antoine avaient été trouvés, leur permettant d'avoir un moment de closure émotionnelle après 5 ans d'incertitude. Septembre 2005. L'affaire contre Henri Dupont avança rapidement à travers le système judiciaire grâce à sa confession complète et aux preuves matérielles accablantes. Le juge Philippe Giraud, président de la cour d'assises de la Charente, présida l'affaire. Henri se déclara coupable de tous les chefs d'accusation, homicide volontaire, dissimulation de cadavres et obstruction à la justice. Lors de l'audience de détermination de la peine, la famille Lefebvre eut l'occasion de faire des déclarations d'impact devant le tribunal. Marie Dubois s'adressa directement à Henri. « Vous n'avez pas seulement tué mon fils, vous avez détruit toute notre famille. Pendant 5 ans, nous avons vécu sans savoir si Antoine était vivant, mort, kidnappé ou souffrant quelque part. Cette incertitude a été une torture quotidienne. » Lucas Lefebvre ajouta, « Mon frère vous faisait confiance. Vous le connaissiez depuis qu'il était enfant. Vous l'avez trahi de la manière la plus terrible. Antoine is mort en restant honnête, et cela, vous ne pourrez jamais lui enlever. » Pierre Lefebvre, le père, parla de l'impact économique et émotionnel sur la famille. « Nous avons dépensé toutes nos économies pour chercher Antoine. Nous avons engagé des détectives privés, publié des annonces dans les journaux, voyagé à travers le pays en suivant de fausses pistes. Mais plus que l'argent, nous avons perdu 5 ans de nos vies à vivre entre espoir et désespoir. » Henri demanda la permission de s'adresser à la famille avant de recevoir sa sentence. « Famille Lefebvre, il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer mes remords. Je sais que j'ai détruit vos vies et que vous ne pourrez jamais me pardonner. Antoine était un bon garçon qui ne méritait pas ce que je lui ai fait. Si je pouvais changer ce qui s'est passé, je donnerais ma vie pour le ramener. » Le juge Giraud prit en compte tous les facteurs, la confession complète, l'absence d'antécédents criminels d'Henri, mais aussi la gravité du crime et la souffrance prolongée causée à la famille. L'accusé Henri Dupont est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 25 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. La sentence fut considérée comme juste par la famille Lefebvre et la communauté en général. Après le procès, les restes d'Antoine furent officiellement facialis reconstructés d'images.